Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète du Critérium du Dauphiné 2025. On va découvrir ensemble les profils des différentes étapes, la start officielle et les favoris. C'est parti. Donc à noter cette année que c'est à nouveau un grand départ donné en France, ça sera à Lille dans le Nord le samedi 5 juillet 2025, donc pour la première étape. Voici la carte d'aperçu justement de ce Tour de France 100% français qui passera donc d'abord par le nord de la France, le nord-ouest, Normandie puis Bretagne, quelques étapes au centre de la France mais ça sera que provisoire, la côte atlantique sera assez délaissée tout comme le Grand Est, ensuite on visitera les différents massifs montagneux de la France. Ça sera d'abord Massif Central, Pyrénées, les Alpes et l'arrivée classique à Paris, quand même avec 3 fois la butte de Montmartre qui avait été très appréciée aux Jeux Olympiques, qui animera un petit peu jusqu'à la dernière étape, la 21e étape. On va regarder cette première étape qui attribuera le premier maillot jaune de ce Tour de France, Lille Métropole, 184,9 km. Donc étape qui s'engagera donc à Lille dans le Nord-Pas-de-Calais et qui arrivera dans cette même ville. Donc il y aura des boucles un petit peu autour de cette première localité, donc avec une première étape qui devrait pouvoir convenir aux sprinteurs. J'ai bien aimé aussi ce qu'avait rédigé le Ouest France, donc on va s'aider un petit peu de ce dossier là pour présenter un petit peu ces étapes. Donc le premier maillot jaune devrait être promis à un sprinter. C'est vrai que la première étape de cette 112e édition réalise une boucle autour de Lille dans le Grand Nord, avec des villes qui seront visitées, Arnes, Lens, Béthune, Armentières. Hormis 4 courtes montées de 4e catégorie, le peloton va entamer cette grande boucle par une étape de plat qui devrait, sauf surprise, se régler au sprint pour un premier maillot jaune qui sera certainement un sprinter. Donc maintenant, à savoir qui pourra être capable d'être le plus rapide de ce peloton. La deuxième étape, étape marathon, plus de 200 km, 209,1 km entre Lowin, Planck et Boulogne-sur-Mer. Donc ça sera une étape à nouveau pour les sprinters au lendemain du grand départ. La deuxième étape présente un tracé accidenté promis aux meilleurs punchers du peloton ou aux sprinters, moi j'ai envie de dire. Un parcours assez casse-pattes dans les collines de l'Artois et du Boulonnais avant un final exigeant. C'est vrai qu'il y a quand même des difficultés plus pentues que la veille avec des passages à 15%, notamment dans la pente à Saint-Étienne-au-Mont et une arrivée en faux plat montant. Un profil puncher pourrait entraîner un changement de maillot jaune, mais ça peut être une étape promise quand même aux sprinters dans le sens où c'est pas des grosses ascensions non plus, c'est des petites buttes de 800 mètres et tout ça. Un sprinter en forme, notamment peut-être le premier sprinter qui se sera imposé, sera certainement peut-être en capacité de passer ces différentes bosses, mais quand même c'est à noter que ça sera pas aussi plat que la première étape autour de Lille Métropole. Donc voilà, deuxième étape. Puncher ou sprinter, là on peut parler d'un débat. La première, normalement ça devrait être vraiment pour les sprinters. Après il y a toujours les feux de course, hein. Le vent, la pluie, les orages, enfin ça peut être pas mal de choses qui peuvent faire bouger la course. Troisième étape, celle-là, entre Valenciennes et Dunkerque, 178 km, c'est pour les sprinters, là il n'y a rien à dire. Valenciennes-Dunkerque, lundi 7 juillet, une dernière journée dans le Nord, aussi destinée aux équipes de sprinters. C'est ce que suppose le profil de cette troisième étape. Le tracé ne révèle aucune difficulté apparente, sauf une côte en 4e catégorie. Voilà, les directeurs sportifs risquent de surveiller jusqu'au dernier moment les relevés météo, car après la côte de Cassel, seule difficulté répertoriée au cœur de la journée, les 35 derniers kilomètres seront exposés au vent, donc les fameux coups de bordure si la météo s'y prête et si le vent est assez fort et du bon côté. Donc voilà, on sait que dans ces étapes assez anodines, c'est vraiment la météo qui dicte le rythme. La quatrième étape, ça sera entre Amiens et Rouen. Amiens Métropole, un nouveau tracé idéal pour les punchers. Cette fois, il y aura vraiment pas mal de côtes dans le final. Un enchaînement. Si des coups de bordure pourraient fissurer le peloton dans les plaines picardes, l'étape du jour devrait bien se jouer dans les 30 derniers kilomètres aux abords de Rouen, avec 4 bosses simultanées et à appréhender, dont la rampe de Saint-Hilaire dans le final avec 800 mètres de montée avec des pentes moyennes autour de 11%. Un juge de paix qui devrait récompenser les plus costauds de la journée sur la ligne d'arrivée. Alors ça peut très bien être une échappée qui se dégage avant le final, ou même dans le final à la pédale, ou une étape de puncher. On pense bien sûr à Julien Alaphilippe qui était vraiment dans ses grandes années en 2019, mais voilà, il y a maintenant d'autres punchers qui sont capables de faire ça, et des sprinters punchers qui sont tout à fait capables de faire rouler leur équipe pour éliminer justement les purs sprinters et aller se la jouer. On pense à Mats Pedersen, ce qu'il a fait tout au long du Tour d'Italie. C'est ce genre de profil là qui pourrait être à la fête sur cette étape entre donc Amiens et Rouen.
5e étape entre Caen et cette même ville de Caen, ça sera la deuxième fois qu'une ville sera vraiment au cœur d'une seule étape, avec donc un profil de contre-la-montre. 5e étape, déjà le premier contre-la-montre, ça sera une occasion pour Caen de fêter à nouveau son millénaire cette année, la ville au 100 clochers, 1000 ans d'histoire. Au programme un contre-la-montre individuel avec un départ du mémorial et une arrivée près de l'hippodrome de la Prairie. En définitive, c'est 33 km sur une route plate sans difficulté. Un parcours taillé pour les spécialistes du contre-la-montre qui pourra enregistrer des moyennes affolantes autour de 50 km/h. En cas de conditions météo favorables, le champion du monde en titre, Remco Evenepoel, est vraiment le grand favori. Et il y aura un duel quand même avec l'italien Filippo Ganna qui sont les deux principaux favoris. Mais Remco sera l'homme à battre et il pourra peut-être aller chercher le maillot jaune s'il n'a pas perdu de temps dans les premières journées à l'issue de ce contre-la-montre. Un maillot jaune qu'il aura peut-être du mal à garder en montagne, mais il y aura encore le temps parce que on va le voir, les premières collines où les premières vraies ascensions sont assez attendues et ça arrivera assez tardivement dans le programme du Tour de France. Bayeux-Vire-Normandie, une étape une nouvelle fois punchy mais pas de montagne non plus. Un parcours piégeux, difficile à analyser, parfait pour une échappée de costaud ou plus adapté au puncher. Il s'agit certainement de l'étape de plaine la plus casse-patte de l'histoire récente du Tour, 200 km, mais avec plus de 3500 mètres de dénivelé positif. Le peloton va découvrir les côtes de la Suisse normande à travers la basse Normandie, entre Bayeux dans le Calvados et Vire, ou plutôt devoir les subir. Après 200 km d'effort, les coureurs avec les meilleures jambes se disputeront la victoire d'étape en haut de la côte de Vaudry, 1 km 2 à 7% de moyenne à 4 km de l'arrivée. Voilà donc une étape assez piégeuse. 7e étape, Saint-Malo. Le fameux mur de Bretagne, 197 km pour le 11 juillet. Première des deux étapes en Bretagne, le Tour de France 2025 va emprunter Ifféniac en Côte d'Armor. Terre natale du blaireau Bernard Hinault, dernier français à avoir remporté le Tour de France. Après une journée sans difficulté notable, près de la côte entre Saint-Malo et Saint-Brieuc, là où le vent pourrait faire effet, le peloton devra de nouveau faire face à un final exigeant avec la double ascension de la fameuse côte du mur de Bretagne, dont la deuxième ascension sera le juge de paix avec la ligne d'arrivée. Les Funchers pourraient une nouvelle fois avoir une opportunité de glaner une victoire d'étape, voire le maillot jaune s'ils sont bien classés au général. Ça peut être tout à fait une échappée qui part de loin qui joue la victoire dans le final, ou un peloton en petit comité qui se joue la victoire à la jambe au plus costaud. 8e étape, Saint-Méen-le-Grand-Laval. Les arrivées à Laval, c'est souvent synonyme de sprint. C'est assez plat. Après plusieurs étapes favorables aux punchers, les équipes de sprinters devraient pouvoir se disputer la victoire d'étape sur cette 8e déjà étape en Saint-Méen-le-Grand et Laval. Sur un sprint massif à l'espace Mayenne. Une pure étape de plaine dont le départ sera donné à Saint-Méen, Ille-et-Vilaine, lieu de naissance il y a 100 ans d'un des plus grands cyclistes français de tous les ans, Louison Bobet. La ligne est dessinée au terme d'un dernier kilomètre en faux plat montant, prévient le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme. 9e étape, on va plus vite sur un site que sur l'autre, mais j'aime bien être à jour sur le site du Tour de France. 9e étape, ça sera entre Chinon et Châteauroux, c'est une nouvelle fois un sprint qui est attendu. Une nouvelle étape de plaine avant d'attaquer la première journée de montagne sur cette grande boucle 2025. Cette dernière rendra hommage à un coureur, Mark Cavendish, le recordman de victoires d'étape sur le Tour de France, 35, qui a pris sa retraite en novembre 2024, donc il y a presque un an, et qui a levé les bras à 3 reprises dans les rues de Châteauroux. L'avenue Cavendish offrira un terrain de jeu idéal pour un sprint massif entre les meilleurs sprinteurs au monde, avec une ligne droite plate. Donc voilà. Et on l'a dit, la 10e étape, alors, ah oui, les journées de repos sur le Tour de France, c'est le mardi cette année, ça dépend, des fois je crois que c'était le lundi. Donc là, ça sera la première étape où on peut vraiment parler d'étape accidenté voire de montagne. Ça sera donc entre Eneza et le Mont d'Or Puy de Sancy, avec donc un profil complètement différent avec beaucoup de points d'attribution au maillot des grimpeurs. Première étape de montagne, après 10 jours de course, avant une journée de repos bien méritée, le peloton va atteindre à la mi-parcours la mi-parcours de cette édition 2025, le jour de la fête nationale, c'est vrai le 14 juillet, et devrait s'attendre à un feu d'artifice au cœur du massif central avec 8 cols au programme au cours de la journée pour 4400 mètres de dénivelé. Et vous vous rendez compte que l'étape de Vire c'est 3004, hein, ça montre quand même que l'étape de Vire qui ne sera pas une étape de montagne, on ira chercher toutes les bosses possibles en Suisse normande. Donc pas de répit pour les coureurs qui auront d'ailleurs un aperçu de la montée du Puy de Dôme avant une arrivée finale dans la station du Mont d'Or, qui s'annonce passionnante et spectaculaire. Alors les montées du Massif Central, elles ont pour particularité d'être assez courtes, c'est toujours du 3, 4, 5 km, et voilà 3 km à 8% ici. Donc voilà, c'est assez court mais assez pentu. Ça fait penser un peu au profil un peu punchy, hein. Des coureurs comme Julien Alaphilippe, on sait jamais s'il était maillot jaune ou des choses comme ça, peut tout à fait tenir ce genre d'ascension. C'est des montées punchy
où on n'a pas vraiment les effets de la haute montagne en termes d'altitude et de longueur d'école. Hein. On ira max chercher en altitude, est-ce que c'est noté 1324, donc c'est pas non plus énorme. 11e étape, on ira après la journée de repos d'ailleurs, c'est jamais anodin. 11e étape, mercredi en Toulouse et Toulouse, troisième fois que la ville de départ sera la ville d'arrivée. Une étape de plaine d'apparence, mais qui peut s'avérer piégeuse. La boucle dessinée par l'organisation de la course autour de Toulouse offre plusieurs scénarios. Si de prime abord, les équipes de sprinteurs tenteront de contrôler la course pour entraîner un sprint massif à l'arrivée, la côte de Pêche-David, avec des passages à 20% à quelques kilomètres de l'arrivée, pourrait rabattre les cartes parmi les différentes possibilités. Une échappée composée de costauds pourrait aussi en tirer profit. Bon, scénario majoritaire, c'est quand même un sprint massif, mais c'est vrai que, comme l'a évoqué le site Ouest France de manière assez claire, il y a quand même une côte avec des passages à 20% et des côtes dans le final. Et peut-être que certaines étapes seront un peu délaissées par les équipes de sprinters si on n'est pas certain que notre sprinter passe pour les équipes. Donc voilà, mais quand même, on s'attend à un sprint. Mais c'est assez ouvert. Il y a quand même pas mal de scénarios de sprint envisagés, mais on n'est pas à l'abri, avec les conditions météo ou avec des coureurs offensifs, d'avoir des scénarios un peu plus différents, surtout si on veut éviter des scénarios monotones de sprint massif. Hoche, Otakam, 180 km, et là ça sera une arrivée en altitude avec vraiment, on peut parler de col cette fois. Voilà, Otakam, col mythique dans l'histoire récente du Tour, première ascension classée hors catégorie de cette édition 2025. Ça sera le juge de paix de 12e étape au départ d'Hoche. On a très certainement un changement de maillot jaune parce que là on est tout à fait sur un autre Tour de France cette fois. On est plus sur le Tour de France du vrai classement général des leaders. Une journée qui marque l'entrée du peloton dans les Pyrénées avec un premier règlement de compte attendu entre Pogacar et Vingegaard et consorts, notamment Roglic et Evenepoel. A chaque fois, le sommet des Hautes-Pyrénées a consacré un homme fort de la grande boucle, Cadel Evans en 2008, Nibali en 2014 ou encore Vingegaard plus récemment dans l'ère moderne en 2022. Cette édition ne devrait pas déroger à la règle. 13e étape, deuxième et dernier contre-la-montre de ce Tour de France. Il n'y en aura que deux, ça sera toujours un contre-la-montre individuel. Entre Loudanviel et Péragude, 10 km 9 de contre-la-montre individuel. C'est beaucoup plus court que le profil sur Caen. Voilà, second et dernier contre-la-montre de ce Tour 2025. 3 fois plus court qu'à Caen, mais infiniment plus exigeant. C'est bien simple, le peloton aura simplement 2 petits kilomètres pour se mettre en jambe avant de s'attaquer à la montée de Péragude. Un col redoutable, 8 km à 7,9% de moyenne, bien connu des spécialistes et qui devrait faire de sérieux dégâts au classement général. Une étape promise à un Tadej Pogacar ou à un Jonas Vingegaard ou pourquoi pas Remco Evenepoel. C'est vrai qu'on voit pas très bien le profil sur le site là, mais c'est un profil montant. Ça a tendance à tromper parce que c'est très zoomé, mais on part de 945 mètres, on arrive à 1580 mètres. C'est un contre-la-montre en boucle, hein, 8 km à 7,9% de moyenne. Le profil est assez trompeur, j'ai envie de dire. Donc attention. 14e étape, Pau, Luchon, Super-Bagnères. Pau, la ville la plus visitée du Tour de France, c'est un peu une ville stratégique. On aura des cols mythiques, hein. Il y aura le Tourmalet, le col d'Aspar, le col de Peyrossourde et Luchon, Super-Bagnères. Tracé de cette 14e étape est tout simplement vertigineux et va rendre hommage aux cols qui ont façonné la légende du Tour de France. En résumé, un dénivelé positif infâme dans les 5 derniers kilomètres avec aucun instant de répit. Ça va monter, ça va descendre, ça va jamais s'arrêter. Pente ultra régulière de Super-Bagnères qui se prêteront parfaitement à une lutte acharnée entre les favoris du général. Il y a de moyens de creuser des écarts, d'attaquer de loin pour les leaders qui auront perdu du temps au général, de jouer la victoire d'étape pour ceux qui auront eu toute désillusion générale, pour voilà, les bons grimpeurs. Donc franchement c'est une étape, c'est peut-être la première étape vraiment très intéressante de ce Tour de France 2025 dans la montagne, dans le sens où on a un enchaînement de cols assez important. Il y aura eu quand même pas mal d'étapes avant et là il va être temps de creuser des écarts au classement général. On sera en fin de deuxième semaine de course, juste avant la troisième semaine, donc c'est toujours le moment de se mettre à l'abri des défaillances en prenant de l'avance sur ses adversaires. 15e étape, dimanche 20 juillet, une étape accidentée à la veille d'une deuxième journée de repos bien méritée. En quittant les Pyrénées en direction de Carcassonne, les coureurs auront 2400 mètres de dénivelé positif à appréhender. C'est une étape où cette fois on pourra vraiment avoir des baroudeurs, pas forcément grimpeurs, qui pourront aller s'imposer en échappée. Loin d'être une masse à faire après 2 journées de montagne qui risquent de laisser des traces dans les organismes, malgré une arrivée plate dans la cité médiévale favorable aux sprinteurs, les baroudeurs pourraient en effet avoir une opportunité à saisir avec éventuellement un vent fort qui soufflerait de côté dans les derniers kilomètres. Ça peut être le profil de la première victoire d'étape en baroudeur, vraiment sans être grimpeur, sur un profil un peu plus plat. Donc ça peut donner des idées à des équipes comme la Total Energy, la Uno X Pro Cycling, voilà, qui peuvent briller vraiment sur ce genre de terrain. Étape très intéressante de transition, mais vraiment nécessaire sur un Tour de France pour surprendre et
est un peu plus sympathique. Voilà, la vraie journée de repos c'est le lundi, mais c'est tout simplement parce que le lundi d'avant c'est le 14 juillet et on est obligé de faire du Tour de France le 14 juillet. Mais les journées officielles sur les grands tours c'est normalement les lundis, vous l'avez compris. Mardi 22 juillet, début de la troisième semaine de course, jamais anodine, cette après-journée de repos j'ai envie de dire. Entre Montpellier et le Mont Ventoux, en plus c'est une étape montée sèche, il n'y aura pas d'échauffement avant. Cette 16e journée va se résumer à une difficulté, le mythique Mont Ventoux. Et quelle difficulté, après 140 km plutôt de plat au départ de Montpellier, les coureurs vont passer le panneau affichant Bédouin avant de voir la route monter, monter et encore monter pour ne jamais s'arrêter. Le Mont Chauve, 16 km à 8,7% de moyenne, risque de faire perdre des cheveux à beaucoup de non-initiés. On pourra avoir une belle explication entre les cadors du Tour de France et pourquoi pas avoir des défaillances et des retournements de situation sur une montée qui est jamais anodite et qui va vraiment nous régaler autant par le paysage que par la course en elle-même, j'ai envie de dire. La 17e étape, vraiment une étape pour retrouver les sprinters. Eux qui auront vraiment eu peu d'opportunités ces derniers temps. Et une dernière arrivée au sprint est possible sur ce tour. Avec cette étape de transition dans les Alpes entre Bolène et Valence. Voilà, ça pourrait être déjà la dernière opportunité de remporter une étape pour les équipes de sprinters. Le changement du parcours à Paris, après 3 passages par la côte de la butte de Montmartre, peut en effet changer les rêves d'un sprint sur les Champs-Élysées. Donc c'est peut-être la dernière possibilité pour les sprinters, ceux qui seront arrivés jusque-là avec toute la montagne qu'il y aura eu avant. Il ne faudra pas se rater dans les rues de Valence. La 18e étape, Vif-Courchevel, belle étape de montagne. On parle de belles stations de ski. Étape reine de ce Tour de France 2025. Elle est désignée, donc ça monte un peu l'exigence aussi de ces 5100 mètres de dénivelé positif et 3 cols hors catégorie. Le col du Glandon, le col de la Madeleine et Courchevel, col de la Loge, souvenir Henri Desgranges. Le col du Glandon, c'est 22 km à 5% de moyenne. C'est un beau morceau. Ensuite, la descente, 19 km à 8% de moyenne au col de la Madeleine et Courchevel 26 km à 6% de moyenne. Ça va pas arrêter de monter, les sprinters ne seront pas là à la fête et peut-être que beaucoup abandonneront, sachant que cette année il n'y a pas possibilité forcément de remporter un sprint sur les Champs-Élysées. En tout cas on aura de quoi avoir un beau scénario, certainement 2 scénarios dans la course. Une course pour la victoire d'étape avec les grimpeurs qui seront classés assez loin au général, voire des baroudeurs qui se mêleront à l'échappée, et une course pour le général ou peut-être que le plus fort au général voudra également rafler la victoire d'étape. 19e étape, Albertville-la-Plagne, dernière journée de montagne en Savoie et dernière chance de créer de gros écarts avant l'arrivée 2 jours plus tard à Paris. Malgré une distance restreinte, cette 19e étape au départ d'Albertville sera pimentée. 130 km, c'est assez court, mais 1500 mètres d'altitude à aller chercher. Non, je me suis trompé. C'est 5 ascensions de haute voltige à plus de 1500 mètres d'altitude. Donc là, les effets de l'altitude se feront ressentir, notamment au niveau du manque d'oxygène. Donc c'est là où les purs grimpeurs, notamment les Colombiens, brillent. La montée finale de la Plagne et ses 19 km de montée à 7% de moyenne pourront être vraiment dévastateurs au vu des jambes lourdes qui risquent d'être le cas au bout de 3 semaines de course. C'est une course vraiment assez exigeante. 20e étape, Nantua-Pontarlier. Profil assez spécifique, avant-dernière étape déjà du tour, ça récompensera les hommes en forme du peloton de la 3e semaine, ou ceux qui en ont encore sous la pédale. Voilà, le peloton risque d'être coupé en plusieurs groupes dans les petites montagnes du massif jurassien, profil accidenté qui pourrait sourire aux baroudeurs ou aux sprinteurs qui passent bien les bosses, quoi. Et la 21e étape qui nous intéresse parce qu'elle passera par la butte de Montmartre. Voilà, c'est un tracé assez inédit où on n'aura peut-être pas un sprint massif. Donc ça c'est assez surprenant. Mais c'est l'idée de reprendre le parcours des Jeux Olympiques de Paris 2024 qui avait beaucoup plu aux spectateurs, ceux qui étaient sur le bord de route, mais également ceux devant leur poste de télé, vis-à-vis des frissons qu'il y avait avec ce passage en boss qui offre quand même pas mal d'opportunités d'attaque, en fait, tout simplement. Et surtout qu'au bout de 3 semaines de course, on sait que ça peut être assez foufou. On commence à de mieux en mieux connaître la start list, même si elle n'est pas encore complète. On va citer les grands noms, on fera une vidéo, on s'attardera vraiment sur tous les coureurs. Pogacar forcément pour la EAE, accompagné de son lieutenant Almeida. C'est les deux plus costauds en montagne, mais on peut citer Adam Yates aussi qui est très costaud, ou Tim Wellens qui vient d'être sacré récemment champion de Belgique. La Visma avec Vingegaard, mais en tant que lieutenant Simon Yates qui vient de remporter le Giro, encore Jorgensen. La Soudal, ça sera tout pour Remco Evenepoel. Au niveau des leaders pour le classement général, la Red Bull alignera Primoz Roglic ou encore Lipovic.
Pour les leaders, toujours Carlos Rodriguez pour la Ineos. Ça sera compliqué d'aller chercher la gagne, hein. Il est quand même un cran en dessous des autres leaders qu'on a annoncés. Ben O'Connor pour la Jayco. Lenny Martinez pour la Bahreïn. Terrada pour la Astana. Pour la Israël, ça sera Lutsenko. Voilà. Est-ce qu'il jouera vraiment le général? C'est la question. Pour les bonnes chances françaises pour les victoires d'étape, on pense à Juju Alaphilippe, bien sûr. Notre puncher, qui sera le seul français de la Tudor d'ailleurs. Qui sera avec Marc Hirschi, qui brille pas trop cette année. Et la Uno X, qui est là pour surprendre. On reparlera de cet effectif-là dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Intégrale 112e Tour de France 2025, ça sera bel et bien sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne pas louper les vidéos présentation du Tour de France et bien sûr l'intégral format avec présentation et résumé de chacune des étapes sur la chaîne YouTube. Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner, à réagir en commentaire, à liker, partager. Et je vous dis à très bientôt les fratés, ciao ciao.